Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Sébastien No, cofondateur de Me and My Boss. Sébastien a d'abord travaillé comme salarié dans le recrutement. C'est en entendant le retour de ses clients qu'il a eu l'idée de développer une solution de recrutement 2.0 en cassant les codes de l'entretien classique. Je vous invite à découvrir cet épisode qui montre que la persévérance et croire en ses idées, ça paye. Je vous laisse avec Sébastien. Très bonne écoute à vous. Donc je pense qu'on sera amené à un moment ou à un autre à parler de rugby. Eh bien, on est avec Sébastien No, le fondateur de Me and My Boss. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va. Le temps en Bretagne est avec nous pour une fois, donc ça va. Super. Et a priori, j'ai cru comprendre que tu revenais de vacances, donc c'est un podcast au pied du lit presque, une semaine de retour de vacances, c'est ça ? Exactement. Voilà, tu as eu le temps de te remettre un petit peu et puis on est parti sur le podcast. Alors l'idée, c'est que là, je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter, nous présenter le parcours, nous parler de ce qui a fait que tu as été amené à créer Me and My Boss. Et bien, je te laisse la parole, le micro est à toi. Merci Frédéric. Oui, donc Sébastien, donc fondateur de Me and My Boss, c'est dans le domaine du recrutement. Donc j'ai commencé début des années 2000 chez un des leaders dans le domaine de l'intérim qui, tout simplement, en 2005, avec la fameuse loi Borloo, pour dynamiser le marché de l'emploi, a décidé d'ouvrir le mode cabinet de recrutement en CDI pour les néophytes, en disant, vous, les agences d'intérim, vous avez le droit maintenant de recruter en CDI. Et donc, chacun a fait à sa manière et l'enseigne Manpower, dans laquelle je faisais partie, tout simplement a décidé d'ouvrir 200 cabinets de recrutement. Et je me suis retrouvé à développer et gérer le cabinet de recrutement au fin fond de la gauche sur la France, dans le Finistère, à Quimper exactement, chez les Bretons. Ce cabinet de recrutement. Et clairement, je me suis éclaté. C'était tout simplement une super époque géniale. Et au bout de 2 ans, je vais le faire simple, j'ai basculé, comme ça arrive souvent pour un consultant en recrutement, chez un de mes clients. Je voulais déjà créer mon propre cabinet de recrutement et je me suis dit, bon, je suis jeune, j'ai le temps encore. Donc, j'ai basculé chez un de mes clients, chez lequel je suis devenu DRH. Et au bout de 3-4 ans, j'avais fait un peu le tour. J'ai décidé de créer mon propre cabinet de recrutement qui s'appelait le cabinet Osvan à l'époque. Donc, c'était un cabinet spécialisé dans le recrutement de moutons à 5 pattes. Ah, ce qui veut dire pour les gens non initiés ? Tout simplement les profils les entreprises cherchent souvent des profils qui parlent anglais, russe, italien, allemand et qui sont en plus capables de faire ci et de faire ça, ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes, quoi. La limite. La personne qui n'existe pas. Donc c'était un petit clin d'œil parce que quand j'étais chez Manpower, tous mes résumés, mes comptes rendus candidats, je notifiais, voilà, votre recherche de mouton à 5 pattes entre guillemets. C'était un peu ma marque de fabrique. Donc quand je suis revenu avec ce nom-là, tout simplement, j'avais déjà des clients opérationnels. Et puis j'ai fait des constats. Je me suis retrouvé à recruter pour des fonds d'investissement, clairement qui investissent dans une solution technique. Et puis il faut recruter derrière un business développeur, un DAF, toute l'équipe. Donc j'ai commencé à recruter pour Go Capital, Arkea, enfin pas mal de structures. Et puis je me suis rendu compte, j'ai fait un constat en soirée, after work, avec des entreprises qui disaient, vous, les cabinets de recrutement, vous manquez de transparence, ce que vous faites c'est assez opaque, on voit pas vraiment, vous facturez au pourcentage du salaire brut annuel, les candidats, des fois on a l'impression que vous sortez un tiroir, un CV du tiroir et vous nous le posez sur le bureau et hop, je vous facture. Un manque de transparence, de clarté, puis côté candidat, une image pas géniale. Des candidats qui disent, vous les cabinets vous répondez jamais, on vous intéresse uniquement si on correspond au profil que vous recherchez, sinon voilà. Et puis le digital, enfin les sites web a accentué ce manque de contact humain entre les cabinets et les candidats. Donc voilà, donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait peut-être essayer de recréer le lien entre les candidats et les entreprises avec un nouveau système. Et c'est là qu'en 2013, j'ai cofondé avec Atel Enaf, nom bien breton, Me and My Boss, dont l'objectif est clairement d'amener de la transparence dans le recrutement, mais transparence autant côté candidat que côté entreprise, que les entreprises puissent voir ce que l'on fait comme travail, que les candidats puissent vivre vraiment et voir quelle entreprise recrute, et en amenant un process complètement novateur sur la mise en relation autre que la simple offre d'emploi. D'accord. Voilà. Et quand tu as créé Me and My Boss, et j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, tu es breton d'origine, tu es venu en Bretagne pour d'autres raisons ?
Voilà, non, je suis pas breton, je suis plutôt du côté de Bordeaux, né à Blaye exactement pour les amateurs de vin, de Blaye. Et j'ai tout simplement épousé une Bretonne qui m'a ramené chez elle. Voilà. D'accord. Donc Ce qui arrive des fois. aujourd'hui, c'est ça. Donc mon siège et le siège de l'entreprise est à Rennes, mais je suis très très souvent en fait sur Paris surtout. Et juste pour en revenir un tout petit peu en arrière, quand tu décides d'arrêter d'être salarié et d'ouvrir ton cabinet, quelles sont les difficultés, quelles sont les appréhensions que tu peux avoir à, du jour au lendemain, passer du statut de salarié à indépendant? En fait, j'ai pas eu forcément d'appréhension, j'ai plutôt été retenu positivement par des entreprises quand j'étais DRH par exemple, avec un entrepreneur qui voyait la valeur ajoutée que je dis ça en toute humilité, Mhm. valeur ajoutée que je pouvais apporter. Je voulais créer parce que j'avais une envie mais folle de passer à l'acte et puis assez sûr de moi sur ce que j'étais capable de faire et je voyais comment le faire. Donc c'est plus on va dire sécurisé après l'aspect familial, parce Mhm. qu'aujourd'hui j'ai 3 enfants. À l'époque j'en avais 2. Donc c'était être sûr d'avoir une derrière au niveau salaire, au niveau rémunération, chiffre d'affaires généré, enfin ce que j'étais capable de faire, de rassurer ma femme Mhm. pour pouvoir avancer quoi. Et justement, quand tu parles de rassurer ta femme, ça m'intéresse parce que effectivement, souvent, le fait d'entreprendre, on a un peu des craintes par rapport au couple ou autre. Comment vous êtes, comment tu lui as présenté la chose et comment vous vous êtes organisé, alors sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, pour se dire, allez, on y va, on passe à l'acte. Bah, tout simplement, alors ça date, Mhm. ça a été pendant 2, 3 ans rabâché, dire ouais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mhm. Avec, j'ai eu 36 noms de cabinets de recrutement, la structure, comment on approche les clients. Elle a vu que c'était en moi et que c'est pour que je sois épanoui, il fallait que je passe à l'acte. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, ça a été après de présenter, elle m'a poussé dans mes retranchements pour sécuriser la chose. Et en France, on a la chance, à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, de pouvoir se mettre en mode recherche d'emploi et bénéficier d'une aide. À l'époque, j'ai bénéficié d'une aide avec en fait mes allocations pendant un certain temps, le temps que je démarre mon business, quoi. Oui, bien sûr. Donc, du coup, ça me laissait un an pour, même un peu plus, un an et demi pour générer du chiffre d'affaires, prouver. Et si c'était pas le cas, je savais que j'étais capable de retrouver un poste assez rapidement dans différentes structures. Donc ça l'a rassuré. Et donc, cette bascule, le cabinet est créé, il y a une envie de... Donc, je suppose que quand tu crées Me and My Boss, tu fermes l'autre structure? Oui, en octobre 2013 exactement. D'accord. Euh, c'est une rencontre aussi encore. C'est beaucoup de rencontres humaines. À Mhm. chaque fois, c'est des rencontres humaines. Parce que je me suis associé à des entrepreneurs bretons, rennais, puisqu'à l'époque, il me fallait des fonds. Il fallait que je trouve à peu près entre 100 et 200 000 euros pour créer un logiciel qui me permette justement de développer Me and My Boss. Enfin, l'idée que j'en avais. Et on m'a présenté des gens sur Rennes extrêmement bienveillants que je vois toujours et ils sont dans les bureaux à côté de mon entreprise. Et on a co-développé derrière. Ils m'ont apporté toute l'expérience qu'ils avaient. C'était mes premiers clients. Et donc, la co-création, puisque tu es cofondateur, comment tu rencontres ta cofondatrice et qu'est-ce qui vous donne envie de créer ensemble? Bah, c'est la vision déjà qu'aujourd'hui il y a un sentiment d'injustice. Je vais utiliser le mot d'injustice, mais dans la recherche d'emploi, quelqu'un qui cherche un job aujourd'hui, il est tout seul chez lui. C'est-à-dire, il va au Pôle emploi se faire enregistrer, il essaye de rencontrer du monde. Il y a des associations de cadres aujourd'hui mais de cadres. Et donc, c'est hyper compliqué. La personne est toute seule chez elle avec son mug de café ou de thé et à regarder les sites d'offres d'emploi tous les matins et se sent un peu isolé, quoi. Et le web a accentué ça. Donc, c'est cette vision de changer ça et cette vision aussi d'accompagner les TPE en fait qui n'ont pas de RH en interne, qui savent pas recruter, qui savent pas comment faire et qui peuvent pas passer par un recruteur parce que inaccessible en termes de prix. Mhm. Ils se disent, je vais pas mettre 10 000 euros dans un chasseur de tête, je peux pas. Mais du coup, je vais me débrouiller tout seul. Et donc, savent pas forcément faire les entretiens, ont tendance à recruter au feeling, se trompent. Donc, du coup, humainement, c'est extrêmement compliqué de se séparer des gens. Et puis derrière, financièrement, encore plus. Donc, on voulait répondre à ça, c'est-à-dire un peu plus de justice dans l'égalité, de permettre à une TPE de se développer avec un vrai recruteur et permettre de vivre une expérience candidat autre. Et c'est cette envie qui nous a rassemblés. On s'est rencontrés par cooptation, c'est-à-dire que je suis allé voir un copain qui s'appelle Jean-Philippe Guivarch, qui dirige l'agence K Unique, une agence de communication sur Quimper, que je suis allé voir. Je me dis, il faut que je développe tel système. Est-ce que tu peux me faire un logiciel? Il m'a dit, mais moi, je suis une agence de com, je suis pas du dev. Donc, par contre, je vais te présenter l'agence System dont le siège est à Rennes. Ils sont extrêmement balèzes justement dans le développement de nouvelles techno.
Et c'est là que j'ai rencontré Stéphane Trémier, le dirigeant, après qui m'a fait rencontrer Laurent Raison, son associé, qui m'a fait rencontrer, enfin, c'est comme ça que j'ai rencontré tout le monde, la même vision, ils ont tous des problèmes de recrutement, et, ils m'ont fait confiance, et c'est comme ça qu'on a commencé à construire et à développer, quoi. Au moment de lancer ce logiciel, comme tu l'as dit, il faut des fonds et c'est un point qui est important parce que on peut avoir des personnes qui nous écoutent sur le podcast qui doivent aussi créer une entreprise et qui nécessitent des fonds. Comment on vit quand on doit s'engager sur des sommes, comme tu le disais, entre 100 000 et 200 000 euros? C'est quoi la démarche? Bah, ma démarche, après je vais parler pour moi, hein, c'était de faire un business plan, forcément ça c'est le b.a.-ba, mais avec une envie, une perspective, ça s'est fait beaucoup jouer sur ma vision et qu'il partage aussi, d'aller voir des business angels au démarrage, des gens qui sont capables de mettre des billets entre 50 et 100 000 pour ma part, sans trop prendre forcément un pourcentage au capital. Donc c'est la démarche par laquelle je suis passé parce que là, ça fait 7-8 ans qu'on a développé Me and My Boss, mais on a mis 5 ans vraiment à sortir le modèle. Enfin, on est passé par des galères très très fortes, quoi. Enfin, j'ai sorti les rames, j'ai pas honte de le dire, hein, mais... Alors explique-nous justement, alors même si on va pas rentrer dans des détails qui sont peut-être confidentiels, mais au moins nous donner un petit peu de vision sur ce que tu as pu vivre pour que justement ça puisse inspirer des personnes en se disant voilà, il y a ça où il faudra peut-être faire attention et ça fait partie aussi du développement de l'entreprise. Ouais. Bah, déjà, la première étape, c'est de se dire, il fallait que je développe un produit. On a développé un produit qui s'appelle Question de Job, Question to Job, qui remplace, enfin, qui permet de faire une mise en relation autre entre le candidat et l'entreprise. Et pour développer ça, c'est un logiciel, c'est une méthodologie, c'est un concept assez nouveau. Il a fallu tout simplement faire un produit minimum viable. Ça, c'est le langage des startups. Le tester sur le marché, c'est-à-dire voilà ce produit-là il fait ça, 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 et ben je suis allé voir des entreprises en disant j'aimerais vous faire tester ça, ensuite des candidats vivez-le, combien vous serez prêt à l'acheter, enfin faire de tout ce système-là, satisfaction, pas satisfaction, et ça c'est du temps. Pendant ce temps-là je ne vends pas, et pendant ce temps-là si je vends pas, j'ai pas de chiffre d'affaires et donc pas de rémunération quelque part. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des bilans négatifs, et ça veut dire un résultat net négatif, et ça veut dire psychologiquement je monte pas une boîte pour pas être profitable. Mais des associés qui connaissent et qui ont déjà monté plein de structures de start-up qui te disent non, mais il faut investir sur les 2, 3, 4 premières années, ne cherche pas à gagner de l'argent, construis ton business, modélise-le, et puis au fur et à mesure, quand tu vas trouver les bons curseurs et les bons boutons, pouf, ça va monter, quoi. Et c'est ça psychologiquement qui était dur, c'est-à-dire qu'il a fallu que au départ je suis allé chercher des associés pour justement avoir certaines sommes, comme 200 000 par exemple, mais 2 ans après, il a fallu que je refasse une autre levée, encore avec des business angels, que j'attire d'autres entrepreneurs à moi, pour ensuite pouvoir faire un emprunt bancaire. Et aujourd'hui, c'est bon, on est passé dans la profitabilité, mais je veux dire, pendant ces 5 ans, si psychologiquement, c'est dur de se dire, j'ai raison, quoi. Et on voit les progrès, on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs, mais on capitalise sur les victoires, les petites victoires. Et on avance, on avance, on avance. Et c'était surtout psychologiquement que c'était pas facile, quoi. Et d'un point de vue vie personnelle, est-ce que cette période où justement il y a beaucoup de questions et comme tu dis, d'un point de vue psychologique, c'est difficile, comment ça impacte ta vie perso? Bah, ça peut impacter la vie de couple. J'ai la chance d'avoir une femme qui justement me soutient. Et donc du coup m'a plus que soutenu, quoi. Donc, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle sente en moi la passion, l'envie, la détermination, la motivation. Je pense que si à un moment donné j'avais baissé les bras ou après elle savait que j'étais capable de bifurquer, de retrouver un poste le cas échéant. Ouais. Mais on a fait voilà, tellement de sacrifices, autre chose que c'est franchement pas facile. Surtout quand il y a des mois où on se verse pas de rémunération. Ouais. C'est chaud. C'est chaud. Et justement, une question, parce que ça fait partie des échanges que j'ai avec certains indépendants. Est-ce que tu partages ces moments de doute? Est-ce que tu partages 100%? Est-ce que tu partages une partie? A priori, chacun a son mode de fonctionnement. Mais là, justement, est-ce que toi, tu peux nous partager? Est-ce que tu es à 100%, 50%? Ouais, alors justement, je me suis mis dans un écosystème du côté de Rennes qui s'appelle la Palmeraie, où il y a les 25 entreprises à peu près dans le bâtiment. Mm-hmm. On est sur un mode dit collaboratif, mais vraiment pour de vrai, pas blabla, c'est pas marketé ce que je dis, c'est-à-dire qu'on fait des codevs entre midi et deux dans certaines salles, on partage les salles de réunion, et donc là, ça me permet d'avoir des entrepreneurs avec qui je peux partager au café,
si je suis pas bien, si j'ai besoin de vider mon sac, si j'ai besoin, voilà. Donc il y a énormément de bienveillance et ça m'a énormément servi. Donc ça, c'est limite un conseil pour ceux qui lisent entre les lignes, c'est un conseil à prendre en se disant ne restez pas seul dans votre coin et faites en sorte de trouver des endroits où vous pouvez parler business avec les personnes. C'est pas que dans votre couple, parce que sinon, il y a des risques à mon avis. C'est exactement ça. Ouais. Tu parlais dans cette période-là, parce qu'après on parlera de la suite, et tu l'as dit, Me and My Boss arrive dans la profitabilité, mais dans cette période-là, comment tu fêtes les réussites et c'est quoi ces réussites justement dans cette période-là qui est difficile? En fait, les réussites, je vais prendre du concret. Mhm. On propose en fait, quand on va capter des candidats, on met juste le titre du poste, il faut qu'ils cliquent on leur propose de jouer un petit jeu. C'est le recruteur masqué, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on vous donne l'identité de l'entreprise qui recrute, notre client, uniquement si vous acceptez de jouer un petit jeu, vous répondez à une question, en échange, on vous donne un indice. Et au bout de 5 indices, on vous révèle l'identité de notre client et vous nous dites si vous avez envie d'y aller ou pas. Et la première, c'était de faire cliquer les candidats. On a trouvé la curiosité humaine pour les faire cliquer, mais ça a été pas facile de Mhm. sortir du lot des offres d'emploi. Donc ça, on a testé, on a testé la vidéo, on a testé juste la voix, on a testé. Quand on a réussi à les faire cliquer, qu'on avait un pourcentage très fort, on était content. On s'est aperçu qu'en fait, quelqu'un qui cherche un job, s'il est motivé, il clique. S'il n'est pas motivé, s'il veut juste regarder, bah, on n'en fera pas un candidat. Donc ça, c'est des petites victoires qui fait que derrière, ça mène à des recrutements avec des gens qui vont nous faire des réflexions du type je connaissais pas cette entreprise, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place. Enfin, ça répond à notre vision de se dire qu'on offre une chance à tous, voilà, à la fois à la TPE de recruter les bons profils et aux bons profils d'avoir leur place dans certaines entreprises qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Alors, Donc c'est plein de ouais, ouais. ouais, vas-y, excuse-moi. Non, c'est plein de micro-victoires sur des hypothèses qui nous permettent de passer à l'étage au-dessus, quoi. Et donc justement, ouais, pour continuer à parler de votre particularité, ce qui fait la particularité de Me and My Boss, pour repasser ensuite, on reviendra un petit peu sur la situation aujourd'hui et ton côté entrepreneurial, mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs et aux auditrices ce qui fait la différence chez Me and My Boss et comment vous gérez le recrutement justement de manière différenciante? Voilà. Alors, déjà, c'est la mise en relation. Donc, une entreprise s'adresse à nous, on a des recruteurs un peu partout en France. On va proposer un concept qui consiste à cacher l'identité de l'entreprise au démarrage. On met juste le titre du poste. Imagine, Frédéric, si on te démarche, Mhm. et on met formateur digital, je dis n'importe quoi, Mhm. sur l'île, et on va injecter ça dans ton fil d'actualité sur tes réseaux sociaux. Ça peut être LinkedIn, par exemple, mais Facebook ou autre, mais on aime bien LinkedIn, et tu vas voir une photo avec ce titre-là sur l'île. L'objectif, c'est que tu te demandes, mais qui c'est qui recrute quelqu'un comme moi sur l'île, par exemple. Mhm. Et là, tu vas forcément, enfin, la curiosité humaine fait faire beaucoup de choses. Et si tu veux savoir, tu vas cliquer et là, tu vas voir une photo de notre recruteur en disant que c'est pas un robot, que c'est bien un humain qui te propose de jouer un petit jeu. Donc, tu réponds à une question, en échange, il te donne un indice. Au bout de 5 indices, on te révèle l'identité de l'entreprise et tu nous dis si tu y vas ou pas. Et c'est comme un aspect conversationnel, un peu comme du SMS ou du WhatsApp. Et en fait, ces 5 questions sont pas anodines, c'est 5 étapes sur l'histoire, le poste, la valeur ajoutée. Il y a une question insolite pour faire connaissance, et puis détection de la motivation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Ouais. ce sont plus que des questions, en fait, c'est des étapes psychologiques qui nous permettent de mesurer justement l'adéquation de la personnalité avec le poste. Une fois que le candidat a validé, il se dit waouh, ça m'intéresse, il valide sa candidature, ça atterrit sur un intranet qu'on partage avec l'entreprise. C'est-à-dire que mon client va voir Sébastien, il va voir tous les candidats qui postulent, je vais émettre une présélection, faire ce qu'on appelle nous des préconisations avec des couleurs. Et puis à partir de là, soit il me dit bah merci Sébastien, maintenant je me débrouille tout seul. J'ai mes candidats, super, tu as réussi à me les amener à moi, je vais faire les entretiens tout seul. Ou soit on a disséqué tout ce qu'on faisait en cabinet de recrutement en service à la carte. Et du coup, on propose des forfaits, soit une prestation avec des candidats qui sont prêts à être appelés, c'est-à-dire qu'on s'arrête juste au moment de la présélection, soit des candidats qui sont prêts à être vus en entretien de recrutement. Donc là, on va un peu plus loin parce que nous, on fait les premiers entretiens, les premières préqualifications, ou des candidats prêts à être recrutés. Dans ces cas-là, on va faire des tests, on va faire des prises de référence. Il y a moins d'innovation là-dessus parce qu'on est sur ce qu'on faisait en tant que cabinet de recrutement classique. Mais l'outil permet à l'entreprise de voir tous nos commentaires, les comptes rendus et même un peu
interagir avec nous, nous dire tiens, est-ce que vous pouvez poser telle question à tel candidat, ce qui lui fait gagner un temps fou, puisque je suis dans le TGV en train de boire mon café, je peux voir où en est mon recrutement et demander à mon recruteur. En fait, c'est un peu l'image d'avoir un recruteur dans sa poche pour lui dire tiens, tel candidat, demande à lui ci ou ça, quoi. Donc c'est vraiment très novateur dans le sens où en plus, en fonction du budget, on peut choisir de faire 1, 2 ou 3 étapes selon le besoin. C'est ça. Et dans la construction de l'offre, si tu veux, on a commencé par la mise en relation, le question to job, à mettre au point. Une fois qu'on a fait ça, on s'est aperçu que ça générait des demandes derrière de l'entreprise. Ils disaient, ouais, est-ce que vous pouvez quand même m'aider sur l'entretien de recrutement parce que je ne sais pas faire les entretiens de recrutement. Donc on facturait à la carte. Et puis après, on disait, est-ce que vous faites des tests de personnalité? Oui, oui. Et donc, c'est comme ça qu'on a co-construit l'offre jusqu'au bout, en apprenant de nos clients et en développant le logiciel là-dessus, quoi. Et à partir de quel moment, parce que ça c'est une chose que je sais, à partir de quel moment vous avez commencé à travailler avec des recruteurs entrepreneurs, puisque c'est un peu la méthodologie de Me and My Boss? Pour être hyper transparent, au départ, je voulais développer en fait Me and My Boss avec des cabinets de recrutement. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, il y a historiquement, par exemple, Cadre Emploi est un site qui a été développé et créé par des cabinets de recrutement qui voulaient créer leur propre site d'offre d'emploi. Donc je me suis dit, tiens, on n'arrête pas de dire qu'on est vieux jeu les cabinets, qu'on fait pas ci, qu'on fait pas ça. Donc je suis allé voir pas mal de cabinets en leur disant, regardez, cet outil, les candidats adorent, les entreprises, ça marche bien. On arrête de nous faire des réflexions sur les honoraires, les tatati tatata, faisons-le ensemble, quoi. Enfin, on va collaborer, comme on est très collaboratif, on partage, enfin, je sais pas, on trouve un moyen. Et je me suis heurté à des égos assez forts. Et puis un jour, je me suis retrouvé sur une présentation chez Cadre Ambition, que je peux citer parce qu'on est partenaire avec eux, donc ils font du portage salarial. Et je voulais montrer la méthodologie, nouvelle méthodologie de recrutement, transparence, digital, tout ça. Et puis là, j'ai eu des personnes qui ont commencé à dire waouh, mais moi je fais du recrutement de temps en temps. Si je pouvais utiliser ton outil, Sébastien, ça me permettrait de me différencier justement des cabinets, faire du chiffre d'affaires additionnel, mettre un peu plus d'humain dans le process, tatati tatata. Et c'est là qu'on s'est dit mais on peut peut-être se développer avec justement des indépendants. On a poussé un peu plus loin et je vais faire simple, mais aujourd'hui, on développe sur un modèle franchise. On a 8 franchisés, bientôt 10 franchisés là sur la France, avec un siège social à Rennes où on a 6 personnes, une équipe de sourceurs qui vont justement aller capter des candidats pour les amener sur les questions de job qu'ils peuvent vendre ou gérer sur leur zone, quoi. Et donc, si on se dit qu'il y a déjà 10 personnes, plus des personnes au siège, c'est que, comme tu l'as dit, maintenant, Me and My Boss est dans la rentabilité, si on peut dire. Qu'est-ce que ça fait pour un entrepreneur quand on a eu cette idée? On revient au tout début où tu es le porteur et que tu fais avancer les choses, et qu'aujourd'hui, là, tu es dans la rentabilité, tu peux embaucher des personnes pour aller au bout de ton idée, de ta vision. Ça fait quoi? Déjà, ça fait un peu plus de sérénité, on va dire. Parce que d'un seul coup, quand tu n'es plus dans le négatif à la fin de l'année, les banques commencent à ouvrir les prêts plus facilement. Ça on n'y pense pas, mais si je veux, j'injecte chaque année de l'argent pour développer le logiciel et garder l'avance. Donc, un peu plus de sérénité, ça ouvre sur des crédits possibles. Et surtout, ça me permet de passer aux idées, les idées que j'ai après par la suite, 2, 3, 4, pour aller plus loin. Parlons d'une actualité. Le Covid, ça t'a impacté comment? Positivement? Pas d'impact? Négativement? Plutôt positivement, dans le sens où, en fait, on a une solution qui nous permet d'intervenir à distance. Parce que du coup, les entretiens physiques, on les fait en visio, mais comme on a déjà tous les logiciels et qu'on le faisait déjà, ça a accentué en fait des entreprises qui nous classent justement dans le recrutement digital nouveau et qui ont passé généralement des annonces et ça marche pas. Donc ils se disent tiens, eux, ils ont l'air un peu branchés. Donc on va les regarder du côté de Me and My Boss et on a attiré énormément de consultants en recrutement qui est indépendants, qui n'étaient pas forcément digitaux, qui étaient en présentiel, des chasseurs de tête, et qui du coup nous appelaient en disant bon, votre solution, est-ce que ça me permettrait d'intervenir chez mes clients à distance parce que là, comme je ne peux plus y aller, j'ai 0 de chiffre d'affaires, quoi. Donc du coup, ça a accéléré surtout le flux en entrée de chasseurs de tête ou de consultants en recrutement indépendants qui veulent rejoindre le réseau. Précurseur avant l'heure sur le côté distanciel. Sincèrement, ça a accéléré de manière colossale les entretiens à distance. On a des candidats qui ont été recrutés sans jamais avoir vu physiquement les managers ou RH de l'entreprise, quoi. Enfin,
Ça nous paraissait impensable il y a 2 ans, quoi. Enfin, dans notre culture française. Mais aux États-Unis, ce qu'ils appellent le full remote, tout à distance, ça y est, enfin, nous, on le vit, quoi. Donc, Bravo, félicitations. Et une question pour un entrepreneur, et je reviens un peu sur la question précédente, mais quand on a l'idée, qu'on est précurseur d'une idée, là aujourd'hui tu as plusieurs associés, vous êtes que les 2 fondateurs, comment ça se passe? on est 2 fondateurs et on a plusieurs associés. Et le business angel du démarrage, encore une fois, je répète, ils sont bienveillants dans le sens où c'est des gens qui sont prêts à écouter. On peut faire un comité stratégique, par exemple. Je les réunis parce que j'ai une question. Je me dis, tiens, comment on pourrait faire pour se développer ici, tel logiciel? Est-ce qu'on passe la seconde, la troisième? Enfin, voilà, ils sont très disponibles. Donc, il y a beaucoup d'écoute. Ça me permet aussi de profiter de leur expérience. J'ai certains chefs d'entreprise, je sais qu'ils sont forts dans tel ou tel domaine, la communication, le commercial, la finance. Donc, ils sont capables de venir me voir et quand je les sollicite, de m'aider, quoi. Donc tu gardes une forme de liberté, ce qui est souvent une volonté dans le fait d'entreprendre. Ouais, oui, complètement. Et qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, si je suis chef d'entreprise d'une PME, d'une TPE, qu'est-ce qui devrait me donner envie de vouloir travailler ou passer par Me and My Boss pour mon recrutement? Ouais, généralement, c'est des entreprises qui sont axées sur l'humain, mais pour de vrai, hein, encore une fois, c'est ce que je dis n'est pas du marketing, c'est-à-dire aujourd'hui, on a eu tendance à recruter les gens uniquement pour leurs compétences et on en a oublié la personnalité, c'est-à-dire qu'il sait manier tel logiciel ou il sait faire ça. On a un bon feeling à l'entretien, on se dit ouais, on va le recruter, sauf qu'on n'a pas été dans le détail de la personnalité, des valeurs, des adéquations avec les équipes et du coup, ça crée des échecs. Généralement, les entreprises qui viennent nous voir, qui ne nous connaissent pas, elles ont acheté des annonces, elles ont dépensé entre 600 et 1000 euros dans des offres d'emploi, ont recruté au feeling, se sont trompés. Après, on leur a dit en soirée, va voir un professionnel, chacun son métier. Ils ont été voir un cabinet de recrutement, puis quand ils ont vu le prix, ils ont failli s'étouffer. Et là, ils commencent à regarder les solutions alternatives. Et c'est là qu'on apparaît dans les modèles startup. Et du coup, il suffit d'une démo en fait de notre outil, les 5 fameuses étapes, pour que le chef d'entreprise comprenne tout de suite qu'on va mesurer et regarder en termes d'adéquation entre lui et le candidat. Et généralement, si cette étape-là, par exemple, il n'est pas convaincu, c'est qu'il n'est pas prêt. Enfin, je dis ça encore une fois en toute humilité. C'est qu'il est encore dans un mode traditionnel où c'est le patron, le boss qui est au-dessus du candidat, alors qu'aujourd'hui, on est arrivé vraiment dans un équilibre où il faut que chacun y retrouve son compte, quoi. Dans ce parcours et dans toute cette création, quelles sont les prises de conscience que tu as pu avoir? Quelles sont les choses dont tu n'avais pas forcément conscience avant, et en créant cette entreprise et en la faisant vivre, aujourd'hui, c'est une vraie prise de conscience pour toi? Prise de conscience, c'est de voir qu'il y a des entrepreneurs qui sont, et ce que je vais dire n'est pas péjoratif, mais traditionnels, et d'autres innovateurs. Et il y a vraiment limite 2 clans entre ceux qui sont prêts à essayer de nouvelles choses et ceux qui ne le sont pas, quoi. Et ceux qui sont obligés de changer parce qu'ils voient que ça fonctionne plus. Donc ça, je ne percevais pas ça aussi fortement, parce que quand on a un produit, on voit que ça marche, on a envie de le vendre à tout le monde, quoi. On a envie que tout le monde l'utilise, on se dit waouh. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des freins chez certains et on comprend pas. On dit mais pourquoi et après, en fait, ça se comprend tout à fait. C'est que certains n'ont pas, enfin, avec le changement, ont des difficultés ou sont pas forcément prêts ou n'ont pas envie aussi. On convient pas à tout le monde. Et ça a été une prise de conscience chez moi, parce que étant passionné de nature, j'avais l'impression que c'était bon pour tout le monde. Mais non. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça a été de m'apercevoir que quand on donne la possibilité au candidat de s'exprimer, il s'exprime, mais alors, j'étais assez scotché même de la manière dont il pouvait se confier, quoi. C'est-à-dire que j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y avait aucun espace où le candidat pouvait vraiment s'exprimer. On leur demande des lettres de motivation. À l'ancienne, on n'a pas la substance, le naturel, quoi. Et là, on ouvre des portes et on a des réponses. Ça, c'est une prise de conscience, ouais, de laisser s'exprimer les candidats, les gens qui postulent. C'est assez scotchant, quoi. Merci pour ces prises de conscience. Quelles sont les perspectives dont tu peux parler de Me and My Boss? Ce dont je peux parler, c'est que on va accentuer le recrutement de franchisés, puisque on a regardé le type de profil, les personnes qui justement sont en adéquation avec notre mode de fonctionnement, leur projet professionnel à eux et le nôtre.
pour justement pouvoir couvrir le territoire national. Ensuite, c'est aller dans les pays francophones que sont la Belgique, la Suisse et puis le Québec aussi. Montréal me tient énormément à cœur. Donc ça sera dans l'étape 2. Et ensuite, on va continuer à développer tout simplement Me and My Boss parce qu'aujourd'hui, nos clients nous demandent de fidéliser, de les aider à fidéliser parce que recruter, c'est bien. Mais après, il faut que les personnes restent dans les structures et restent plus de 2-3 ans. Donc comment on les fidélise et puis de plus en plus, comment on les attire aussi dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a des sites carrières, par exemple, dans le domaine de l'emploi, où il y a un phénomène assez énorme, c'est que les candidats ne croient plus ce qu'ils voient sur les sites Internet. Enfin, du moins, ils sont dubitatifs ou se demandent tous les sites où on voit marque employeur avec un baby-foot et un billard, ils se demandent si c'est pour de vrai ou si c'est juste pour faire fun, quoi. Ils vont moins accepter ce qu'on leur disait avant et c'était de l'argent comptant. Maintenant, ils vont plus facilement questionner. Ah ben c'est ça. Ils vont sur LinkedIn interroger des salariés en message direct. Est-ce que ce qui est marqué sur le site est vrai ou pas? Est-ce que c'est du market? Est-ce que c'est du storytelling? Est-ce que voilà. Et donc là, on a des idées dont je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on a un produit qu'on est en train de travailler là-dessus, qui va leur permettre aux candidats, voilà, d'être sûrs de là où ils mettent les pieds, quoi. D'accord. Le jour où tu veux le lancer et tu veux communiquer, t'hésites pas, tu seras le bienvenu sur le podcast. Avant de terminer, on en a parlé au début, mais a priori, tu es un passionné de rugby. En quoi ça joue, en quoi ça aide dans cette création d'entreprise, dans cette vie d'entrepreneur? J'ai envie de dire, la mentalité du rugby, je joue encore en mode vétéran. Ce qui m'a toujours scotché, c'est de voir un peu sur les terrains de rugby comment on pouvait s'entendre, c'est-à-dire se soutenir. On est une équipe et on ne va pas aimer tout le monde forcément, mais quand on est en jeu, s'il y en a un qui a du mal, il va être protégé. Pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, il suffit de regarder ce qu'on appelle le numéro 9. Le demi-mêlée, c'est la pierre angulaire, c'est celui qui distribue les ballons derrière les regroupements. Et dès que ce numéro 9 est attaqué, enfin plaqué un peu dur ou molesté ou autre, il y a la plupart des joueurs qui viennent le défendre, quoi. Et il y a dans certaines entreprises où on voit pas ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, qui est pas bien, on va pas forcément aller l'aider. Il y a une espèce d'individualisme présent. Je dis dans certaines sociétés, pas tous, hein, mais et j'ai cherché à comprendre en fait pourquoi sur du collectif comme du rugby tout le monde s'entraide et pourquoi dans certaines entreprises c'était pas le cas. Et donc ce rugby m'a permis en fait d'insuffler, de communiquer, parce que c'est beaucoup d'histoires de communication, de soucis, de regard, justement dans la collaboration à la fois dans le monde de l'entreprise et comment ça peut se passer en essayant de dupliquer un peu ces valeurs du rugby dans le monde de l'entreprise, quoi. Génial, merci, parce que je suis un féru de sport et je pense qu'il n'y a pas assez de passerelles entre le sport et l'entreprise. C'est encore un peu fortement tabou en France et espérons que les JO 2024 à Paris aident à mettre le sport à sa bonne place. Mais voilà, merci beaucoup, c'est une super prise de conscience aussi sur le sport. Pour terminer, j'aurais une question. Si quelqu'un veut se lancer pour devenir entrepreneur, je me doute que tu dirais certainement allez vas-y, mais quel est le conseil que tu pourrais lui donner? C'est déjà de passer à l'acte, hein. À quelle problématique il répond, il crée un produit, une page web toute simple, mais aujourd'hui il y a des possibilités assez rapides de voir si les gens sont capables d'acheter ou pas un produit et d'oser en fait proposer quelque chose qui n'est pas fini. On a tendance à dire tiens, ce site-là je vais le sortir, il n'est pas beau, je vais attendre, il n'est pas encore beau, il n'est pas encore beau, il n'est pas encore beau, et on le sort jamais, quoi. Donc c'est doser, quoi, doser. Et j'avais fait des week-ends startup où on descendait dans la rue avec un faux produit à la main en disant tiens, il y a ça, tel produit qui va sortir, il répond à tel problème, on le vend tant, est-ce que ça vous intéresse? Et si on avait des oui, on passe à l'acte, quoi. Donc c'est arrêter de réfléchir, passer à l'acte sur un produit minimum viable et le tester pour voir si on a des clients avant de développer un truc, quoi. Parce que j'en ai vu beaucoup qui développaient et le produit ne se vendait pas. Génial, tu es un ambassadeur du Allez Vas-y, j'adore ça. Écoute Sébastien, je te remercie d'avoir partagé autant sur ton parcours et de nous donner de l'inspiration et de donner de l'inspiration aux auditrices et aux auditeurs. Tous les liens vers ton site, etc. Seront mis sur les notes du podcast. Et puis je te dis que encore une fois, tu es le bienvenu s'il y a d'autres produits qui peuvent aider les entreprises et qui montrent encore une fois
une fois que tu as créé, tu ne veux pas t'arrêter là, tu continues à passer à l'action. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, je te dis à très bientôt. Très bien, merci Frédéric et à très bientôt aussi. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié le parcours de Sébastien. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.